monsieur au fond. Oui, modestement, je vais tout simplement parler un petit peu de, puisque c'est très intéressant, mais dans le cadre de la transmission de savoir, comme on a des étudiants et tout ça, c'est très important d'étudier la problématique de la Syrie dans son ensemble, les facteurs intérieurs et extérieurs. Aujourd'hui, je vois, pour tout simplement encore insister sur quelque chose, je suis le gendre, je suis épousé de la famille de Lassad, mon épouse est de la famille de Lassad, et je suis venu avec le conseiller municipal de la ville d'Era pour être clair et pour vraiment discuter sérieusement la problématique pour la Syrie. Mon épouse n'est pas là. De Kandahar. Le conseiller vient d'arriver. Il vous a posé malheureusement et ne parle pas le français. Il vous a écrit en arabe, je vais traduire. Si tout va bien. La question pour le monsieur qui a commencé le premier, c'est monsieur Bassam Taha. Bassam Taha. Monsieur Bassam. Syrien d'Alep. Très bien. Binational et. Bon, enchanté. Non. Enchanté, encore une fois. Tout simplement, quand on étudie la problématique de la Syrie, est-ce que vous n'avez pas tombé dans le complotisme, dans la théorie du complot? Vous avez parlé de l'Arabie Saoudite, de Qatar, de l'Afrique, de la France, des États-Unis. Et vous n'avez pas. J'ai mon beau-père. J'ai assisté à la mort d'Assad, j'étais à côté de Jacques Chirac en 2000. Et mon beau-père me dit, la Syrie va tomber dans un grand problème si on continue de suivre la famille de Assad dans sa politique intérieure. Vous n'avez pas du tout parlé du découpage de la Syrie de l'intérieur. Comment Hafez al-Assad et Bachar ont coupé la Syrie de l'intérieur, ils ont préparé cette guerre depuis une vingtaine d'années. Ils se sont préparés pour ça. Donc, on a l'idée que comme nous, les pays arabes, ils ont fait une révolution, voilà, c'est parti de la Tunisie, puis c'est décollé en Syrie. Hamza Khatib, qui oublie Hamza Khatib, le petit jeune qui était assassiné, persécuté, à Deraa, c'est commencé de là-bas. Et le monsieur qui vous pose la question aujourd'hui, moi aussi, je vous dis modestement, on parle modestement, on veut vraiment. Parce que j'ai jamais entendu dans vous, et pour les étudiants aujourd'hui qui posent la question, on n'a jamais, si on fait un baromètre d'analyse de discours, vous n'avez jamais parlé du mot liberté. Si quelqu'un me dit qu'elle a entendu ce mot, de quoi? Quel mot? Liberté. Le mot liberté, démocratie, la dictature un tout petit peu qui est venue de dernier intervenant, monsieur, je suis désolé, non, je n'ai pas entendu. Mais vraiment, est-ce qu'on est dans une étude équitable à l'événement, à la problématique syrienne? Et c'est pas ça le problème. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour la Syrie, ces malheureux qui, chaque jour, 2 semaines, 4950 morts dans 2 semaines. Et les négociations à Genève, les Syriens, ils viennent, ils débarquent. Et nous, en France, on a l'habitude, quand il y a un événement, surtout des enfants, des femmes, encerclés à Homs, à Deraa, à Halab, à Toutoum, et nous, en France, on n'a même pas fait une petite manifestation pour dire non. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce petit pays vraiment laïque, même si je ne suis pas d'accord, c'est ces notions de laïcité, laïque, on n'est pas d'accord, il faut tout le monde refaire tout ça. S'il vous plaît, essayez tout simplement d'écrire à ces étudiants qui ont besoin d'une analyse équitable et claire, parce que commençons l'avenir de cette coopération internationale, éclairée, universelle, qui respecte les droits de l'homme, qui ne sera pas de slogan. J'aimerais bien vraiment vous retravailler ces notions, liberté, parce que la révolution syrienne est démarrée pour dire non à la dictature. Je vous assure que je suis le genre de gars, qui ne connaît pas Vazi Kanaan. Son fils, il est marié avec la sœur de mon épouse, on mange ensemble, on connaît bien.
Qui connaît la femme de la sœur qui circulait chaque jour avec des Kalachnikov pour faire peur aux habitants même de Kandahar? Qui peut me dire mieux que ça? Pardonnez. Mais je À vous un dis moment donné, on doit maintenant. répondre. Voilà. On se Je va se vous perdre laisse dans les la Alors, parole. cher ami, Je prends la liberté de répondre parce que je ne peux pas alimenter une Cher polémique Non, parce que intersectionnelle. cher ami, je cher ami. suis désolé, nous, nos Cher partenaires. ami. Je laisse mon cher étudiant de vous écouter. Non, il faut nous rester. Il faut rester. Ah non, ne nous faites pas ça, non. On est pas. Je vous accepte 5-10 minutes. s'il vous plaît. Ah, merci de votre tolérance et générosité. Je vous en prie. D'accord. Alors, Monsieur, avant, tu me laisses qu'il m'a adressé. Alors, moi, je propose que vous invitiez ce monsieur à une conférence et qu'il développe ses idées devant la jeunesse estudiantine. Alors, Maintenant, non. je vais finir. Le but de cette Mon collègue tient absolument à répondre. Je lui cède la parole. pour éviter que ce soit une polémique intersyrienne. Mais comme Non, plus. je vais y répondre moi, je ne pense pas que j'ai vanté les mérites d'un régime. J'ai dit toutes les dictatures doivent être combattues. Ce qu'on vous propose ici, c'est la notion de liberté, d'égalité et de fraternité. C'est un problème de méthodologie, pas de levier de privilégié. C'est une dictature syrienne, je l'admets, d'accord? Mais alors, il n'y a pas que la Syrie qui soit une dictature. Pourquoi on se focalise sur un seul pays? Contrairement à beaucoup d'autres, malgré tous ses défauts, il y avait une division de la Syrie en fonction de clans. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'en Arabie Saoudite, la région pétrolifère de Dhahran, la richesse du royaume, elle est peuplée de chiites. Est-ce que vous savez qu'un chiite n'a pas le droit d'avoir des fonctions d'autorité? Il ne peut pas être directeur d'une banque nationale, il peut être directeur d'une banque privée, il ne peut pas être colonel, il peut pas être... Il faut procéder à une analyse concrète d'une situation concrète. Ça, c'est le meilleur cadeau que je peux vous faire, et vraiment, je serais heureux si vous pouviez en faire. Vous prenez, il y a des dictatures, on combat les dictatures, pas une seule et au détriment de l'autre. Et ensuite, il faut que le peuple syrien, comme les autres peuples, mène leur propre combat, pas un combat de prétérition. Il y a des Tchétchènes, c'est quoi ça? C'est devenu un problème transrégional. À ce moment-là, il y aura des interférences et vous perdez de plus en plus votre identité. Vous en paierez le prix en termes d'indépendance. Il ne faut pas prendre un aspect où on prend la liberté, on l'applique à tout le monde, la fraternité, l'égalité, les grands principes généraux, et on n'attise pas l'antagonisme. Le grand problème de ce machin, on est en train de mener des guerres du Moyen-Âge au Moyen-Orient. L'Europe s'est affaiblie avec des guerres de religion, chrétiens, catholiques, protestants, catholiques, orthodoxes. 14 siècles après, on est en train de faire des guerres chiites, sunnites. 14 siècles, on est en train de mener des guerres qui datent des débuts. Au lieu de transcender ça, au lieu de transcender Hey, ça. Jacques, tu interviens par parole, je ne parle pas sans parole. Et l'Arabie Saoudite, ça donnerait un équilibre stratégique et Israël ferait des concessions sur votre question principale qui est la Palestine, si je ne m'abuse pas. Parce qu'on oublie trop souvent la Palestine dans cette affaire. S'il n'y avait pas ces guerres de religion actuelles, on n'est pas chiite ou sunnite. Il y a la seule différence qui vaille dans le monde arabe, c'est la différence qui sépare les vertébrés des reptiles. Redressez votre tête et dépassez vos clivages ethnico-religieux et tout ça, et faites un front commun des démocrates. Voilà. Bravo. Aussi en tant que jeune, je vais lui répondre aussi en tant que jeune africain. Tu prends parole, toi. On prend dans l'ordre. Je te marque juste après, donc il y avait Arif, il y avait Benoît. C'est moi. Oui. Il y a 2 jours, il y a en Syrie, un village s'appelle Man, je crois. Un village d'Alaouites. Voilà, massacre dizaines de 60 Alaouites ont été massacrés. Par les djihadistes. Ça, on ne faut pas oublier, ça fait 2 jours. Ça. Attends, les religieuses, en quoi elles sont concernées? Hein? Les religieuses qui ont été capturées. C'est nouvelle, quoi. 17 C'est nouvelle. Maintenant, moi, je soutiens les Kurdes en Syrie. Les Kurdes, pour les Kurdes, autonomie, pour les Syries, démocratie. C'est le meilleur. Après, les fédérations aussi. Alaouites, sunnites,
les Kurdes. Fédération, c'est mieux pour moi. Là, les djihadistes, problème, la Turquie, surtout Turquie, il ne veut pas que les Kurdes ils obtiennent ce statut là-bas. Pour ça l'opposition aussi, il n'accepte pas les Kurdes pour les Kurdes ce statut. Opposition au Genève. Et ça, il y a quelques mois, il a dit je vais donner autonomie, statut pour les Kurdes. Fédération, pour les djihadistes surtout, le Qatar, Arabie Saoudite, Turquie, il ne veut pas que les Kurdes de Syrie ils obtiennent autonomie, parce que l'intérieur de Turquie aussi, il y a un problème de Kurdes. Ça pour ça aussi, ils soutiennent islamistes, djihadistes. C'est bon. Je vais juste me permettre une petite remarque. D'accord ? Cette conférence débat n'est pas là pour mettre en opposition des partisans du régime syrien avec des opposants pro-occidentaux. Les opposants pro-occidentaux ont tous les médias français pour communiquer. Cette conférence débat est là pour donner un certain nombre d'opinions dissidentes qui sont différentes d'ailleurs. Vous avez eu l'occasion de le constater, elles ne sont pas toutes identiques, pour essayer de dégager exactement quels sont les problèmes en Syrie, quelle est la situation réelle. Je vais ajouter quand même deux choses. Alors, si monsieur qui se prétend député syrien et qui défend visiblement la position de l'opposition syrienne est vraiment député syrien, ça veut dire qu'en Syrie, l'opposition a possibilité de participer à des élections et de faire élire des représentants. Donc, moi je trouve quand même que c'est un peu paradoxal par rapport à ce qu'on nous raconte. Bon, c'est juste une remarque comme ça au passage. Deuxième remarque, personnellement, je me suis beaucoup penché sur la situation en Syrie quand même. Je suis d'origine libanaise, c'est-à-dire ces pays d'à côté. Il y a des répercussions et il y a un certain nombre de choses qui sont des situations de fait, qui sont niées en grande partie par nos médias. Et aujourd'hui, d'ailleurs, nous constatons qu'ils n'arrivent plus à nier. S'il y a 100 000, et c'est les chiffres qui sont avancés par des spécialistes, y compris français, il n'y a pas longtemps sur RFI ou France Télévisions, ça a été avancé, 100 000 combattants étrangers en Syrie. Ils sont rentrés par où? Ils viennent d'où? Est-ce qu'à partir du moment où il y a 100 000 combattants étrangers surarmés, on peut considérer qu'on est encore dans une guerre civile? La question, elle mérite d'être posée, il me semble. Donc, maintenant, sur la question des Syriens, il y a un certain nombre de choses qui ont été proposées il y a déjà 2 ans par Bachar el-Assad, qui a peut-être commis un certain nombre d'erreurs précédemment, et ces choses-là, elles méritent quand même d'être posées aussi, et d'être dites de manière claire. Qu'a proposé il y a 2 ans Bachar el-Assad lorsque, avec pour seule réponse, justement, de la part de ses rebelles, de prendre les armes, en contradiction totale d'ailleurs avec l'essentiel de ceux qui avaient fait le mouvement, enfin, qui avaient cherché justement à changer les choses en Syrie. Qu'est-ce qu'il avait proposé? Il avait proposé un changement de la Constitution avec l'abrogation du statut de parti, pas parti unique d'ailleurs, le statut de parti dirigeant du régime syrien, parce qu'il y avait d'autres partis qui existaient. Donc, le statut de parti dirigeant du parti Baas devait être supprimé dans cette constitution qui a été proposée au peuple syrien et qui a été votée par 90% de ceux qui ont participé au vote. Sachant que la situation avait déjà commencé à dégénérer et qu'il y a beaucoup qui n'ont pas pu participer. Il y a eu 57% de participation malgré tout, avec 90% de participation. Avec 90% de oui, ou plus même. Ensuite, pour finir, donc, ce qui a été proposé par ailleurs, c'était aussi une période transitoire avec un gouvernement d'union nationale, donc incluant les opposants, en tout cas une partie des opposants, et des élections libres et pluralistes. Et quelle a été la réponse des rebelles, entre guillemets, qui à mon avis ne sont pas représentatifs d'ailleurs du mouvement tel qu'il s'est exprimé au départ, de revendication? Ça a été de prendre les armes. Est-ce que ces gens ont si peur de la démocratie que leur seule réponse, lorsqu'on leur propose la démocratie, c'est de prendre les armes? Visiblement, oui. À un moment, voilà. Par ailleurs, au moment où Bachar el-Assad est arrivé au pouvoir, déjà, il a tenté
des ouvertures démocratiques, les prisons ont été vidées des opposants politiques, et donc c'est ce qu'on a appelé d'ailleurs le printemps de Damas. Oui, donc vous pourrez aller chercher éventuellement sur Internet, donc le printemps de Damas. Et à ce moment-là, il y a eu, et c'est une réalité, et Roland le confirmera probablement, des frictions à l'intérieur du régime syrien qui ont conduit justement à ce que ces réformes soient freinées et, dans un second temps, complètement bloquées, aussi en partie à cause de la situation internationale. Si ces réformes ont été bloquées aussi, c'est du fait du vice-président de l'époque qu'on retrouve aujourd'hui parmi les opposants pro-occidentaux. Alors, maintenant, il ne faut pas prendre les Syriens pour des cons, il me semble. Hein, retrouver parmi les opposants pro-occidentaux qui n'ont que les mots démocratie et liberté à la bouche, ceux-là même qui ont empêché depuis 10 ans la démocratisation du pays, je pense que c'est quand même un peu fort de café. Je ne veux pas. Monsieur, vous êtes on est au sol du XXe siècle. Ça, je l'adresse à tous les peuples du tiers-monde. On est au sol du XXe siècle. La Chine, c'est 1,7 milliard d'habitants. L'Inde, c'est 1,7 milliard d'habitants. L'Union européenne, c'est 27 pays, 540 millions de personnes qui contrôlent 3 continents. Nous, on est 22 pays avec des fédérations, des sous-fédérations. Si on faisait fusionner cet ensemble, ce bloc géostratégique pour atteindre une masse critique, le Maghreb et le Mashrek, plus l'Iran et la Turquie, on ferait un marché de 540 millions, exactement comme l'Union européenne. On pourrait poser de la même façon, de la même force que les autres grands ensembles et on serait un peu plus respecté. Plus on roule sur la balkanisation avec moi, je suis mon voisin, moi je suis alawite, toi tu es chiite, l'autre est salafiste, on ne s'en sortira pas. Il nous faut constituer une masse critique, écarter tout ce qui vous divise, constituer un bloc. C'est bon vœu, mais tant pis si vous ne voulez pas. On en paiera le prix parce que déjà on a eu 20 000 combattants qui ont été combattre l'Union soviétique en Afghanistan et on n'a pas tiré un seul coup de feu, non pas contre Israël, mais en faveur de la Palestine pendant les 10 ans de la guerre d'Afghanistan. On est en train de refaire la même chose. Et plus on va avancer, plus on va reculer. On est le seul bloc géopolitique à régresser dangereusement. Si on fait un bloc des pays arabes, on aura une Union européenne des pays arabes au service du grand capitalisme mondial. En réalité, ce qu'il faut, c'est que les pays en question établissent des relations de respect mutuel, de coopération et d'égalité, mais sans se fondre dans un bloc. Ça, la gouvernance mondiale veut aujourd'hui substituer à l'international l'intercontinental. Attention à ça, c'est un danger. Benoît ? Non, Benoît. Je pense qu'un des problèmes de la Syrie, enfin d'abord sur l'objet du débat, je pense qu'il peut y avoir guerre civile et en même temps guerre par procuration. Je pense qu'au début, la guerre en Syrie a commencé comme une guerre civile, elle devient de plus en plus une guerre par procuration. Je pense que je me permettrai d'essayer de donner un conseil méthodologique à nos amis syriens, c'est que des fois, pour comprendre la situation, il faut prendre de la distance. Et c'est pour ça que je voudrais vous poser une question, en même temps je ne vais pas vous la poser parce que comme je sais que les données confessionnelles et la confessionnalisation des problèmes en Syrie rend les choses inexplicables du côté négatif. Donc je ne vous poserai pas la question si vous êtes sunnite ou pas sunnite. Mais si vous êtes sunnite, Vous l'avez deviné. j'en sais rien, si vous êtes sunnite, j'aimerais vous rappeler ce qui est arrivé à l'Irak. Comment? Moi j'ai entendu, j'étais en France, j'ai milité dès la première guerre contre l'Irak. Comment certains milieux financiers, capitalistes, impérialistes, qu'ils soient des États-Unis, même en France, je veux dire, dans les Émirats, etc. Comment, vous pouvez dire Saddam Hussein c'est un dictateur, d'accord. Mais d'abord, au niveau méthodologique, il faut savoir qu'un État, même les États les plus démocratiques, ils ont toujours un aspect dictatorial. Parce qu'un État, c'est à la fois des instances représentatives, des assemblées élues, etc. Mais c'est aussi justice, police, armée. Et la justice, la police et l'armée, dans n'importe quel régime, c'est toujours des appareils dictatoriaux. Bon. Ça, c'est un point, je dirais, de théorie politique de l'État. Alors,
Rappelez-vous, camarades, ce qui s'est passé en Irak. On nous a présenté une guerre contre un dictateur. On a tout focalisé sur la personne de Saddam Hussein en faisant oublier que l'Irak c'était un des pays les plus développés au niveau culturel, économique, que c'était le pays le plus laïque incontestablement de la région. Donc, ces messieurs qui ont voulu rétablir un ordre de pétromonarchie néocoloniale, ils ont joué sur le confessionnalisme, ils se présentaient avant le renversement du régime de Saddam Hussein comme des brillants démocrates. Et qu'est-ce qu'on voit le résultat en Irak actuellement? C'est que même le Premier ministre irakien, qui pourtant n'est pas chiite, vous voyez comme quoi je ne défends pas un point de vue confessionnel. Le Premier ministre irakien nommé al-Maliki, il se permet de faire arrêter des députés de son Assemblée nationale sans même prendre d'immunité parlementaire, etc. Autrement dit, on a renversé un régime qui était peu démocratique. Les choses sont quand même relatives. Il y a toujours des problèmes de relativité. Hein. Mais je veux dire, les approches de la démocratie version George W. Bush et Tony Blair, on a vu ce que ça donnait en Irak. C'est-à-dire des guerres tribales, confessionnelles, sectaires, la guerre de tous contre tous, la jungle. Alors je vous dis franchement, cette démocratie-là, moi, je pense que, je veux dire, les Syriens vont nous pratiquer ce genre de démocratie-là. Alors maintenant, sur ce qu'on peut faire, je voudrais planter un autre aspect du problème. Malheureusement, je suis intervenu un peu après le début de la réunion, donc je ne sais pas ce que le premier intervenant dit. Mais je voudrais donner un point de vue à la fois une approche, disons, marxiste, et en même temps en tant qu'Européen. Parce qu'il y a les élections européennes qui se poursuivent. Moi, je suis sûr que si le camarade Karl Marx avait été pardonnez-moi, c'est une question, tout le monde. C'est une question. C'est une question. Ben, c'est à la fois une observation et une question. Comme ça, vous me direz ce que vous envoyé il n'aurait pas pu. Il ne reste plus qu'une heure. Je termine. Il n'aurait pas pu s'empêcher de souligner la corrélation entre les deux guerres qui ont été lancées contre l'Irak. Et puis l'évolution de la structure capitaliste d'un des principaux groupes de l'industrie de défense européenne, qui est EADS. Je rappellerai que ce groupe industriel de la défense européenne, qui est le plus gros groupe industriel de défense militaire européen, dont l'État français est actionnaire, dont les Allemands sont actionnaires, eh bien, qu'est-ce qu'on s'est aperçu actuellement? C'est d'après les derniers chiffres, comme par hasard, le Koweït et le Qatar sont actionnaires à 10% pour l'un et à 5% pour l'autre. Donc on a un gros groupe de l'industrie militaire européenne, le plus gros groupe EADS, où on a des pétromonarchies qui sont à la fois actionnaires et clients. C'est ce qui se passe en Irak. Ils n'ont pas retenu la leçon. On a déboulonné l'Irak, le groupe achète Matra. Et je pense que, évidemment, cela n'est pas sans effet sur la politique étrangère du gouvernement français, notamment depuis Sarkozy et puis Hollande. Et simplement, je fais la proposition que lors des prochaines élections européennes, les forces, disons, progressistes posent la question. Tout le monde s'en va. Non, mais s'il vous plaît, le président de séance. La question que ce soit une question posée dans le débat européen. S'il vous plaît, monsieur le député. On a une question pour eux là. Les gens vont partir. Mais on a une question pour les députés. Maintenant, ils sont partis là. Ils n'osent pas la Ils se disent, députés, on sait, c'est des harkis, mais Vous voyez, ils aiment nous affronter par des mercenaires. c'est des mercenaires avec un grand terme. Peut-être ils vont nous envoyer des mercenaires. Je sais pas, enfin je crois pas que personne soit habilité à répondre à ta question. Mais si, mais attends, on a traité abondamment sur Non, mais il y a peut-être d'autres questions sur la chaîne. Ouais, les gens. Souleymane, Vous savez, c'est l'heure des Arabes. Ah, c'est lui, c'est lui. Ceux qui veulent intervenir, deux secondes. Les achats irakiens à la France durant la guerre irakienne.
700 millions de francs. Ça a permis d'absorber le volant chômage français, de renflouer l'industrie de pointe de l'aviation française. Lorsqu'ils ont renfloué, on a attaqué l'Irak sous prétexte qu'ils faisaient des armes de destruction massive alors que c'était pour camoufler la responsabilité de l'Arabie Saoudite dans le raid du 11 septembre. 15 des 19 membres du commando étaient d'origine saoudienne. On a tapé l'Irak pour camoufler ça. Il y a Roland qui voulait répondre à quelque chose. Oui, à propos de l'État. L'État, ça a une fonction... non, ça dépend quel État. Parce que l'État, c'est aussi ce qui peut gêner le libéralisme économique. Le Code du travail, par exemple, c'est une intervention de l'État. Les inspecteurs du travail, c'est une intervention de l'État contre le libéralisme. Par conséquent, le problème, c'est de savoir quel État. Où l'État a une fonction d'imposer au peuple une volonté qui n'est pas la sienne et d'autres intérêts que les siens, où l'État est le moyen par le peuple de s'administrer. Parce que si le peuple doit disposer de lui-même, il faut qu'il ait sa propre administration. Démocratie en grec, ça voulait dire pouvoir du peuple. Le problème, c'est qu'il doit pouvoir l'exercer. Et donc l'État, il ne s'agit pas d'être contre l'État, il faut savoir quel État. Un État par en haut ou un État par en bas. Il faut faire attention. Non, mais répondez-moi sur la question de l'OADS. J'aimerais savoir une position sur la question de l'OADS. Benoît, on n'a pas de position sur l'OADS parce qu'on n'est pas habilité à avoir de position sur l'OADS. C'est pas plus compliqué que ça. Jean-Soleil Marat. Il a vu un échange. Après, entre 17 et 18 heures, ça c'est la conférence. Après, il y a un échange. Ma question, c'est normalement, s'adresse à ces soi-disant super gendre députés de Bachar Assad et tout. Mais dommage, la démocratie et la paix sont, dont ces messieurs viennent de réclamer ou ils veulent qu'on parle davantage, c'est là qui sponsorisent ces terroristes et mercenaires. Ils ne veulent pas la démocratie. Que ce soit, surtout les pays occidentaux, c'est eux qui ont renversé Mossadegh en Iran pour remplacer par les Shah. Et ils ont fait en 1973 en Chili pour renverser Salvador Allende par le fou Pinochet. En Afrique, n'en parlons même pas. Il y a eu plus de 50 interventions, mais toutes les interventions en Afrique ont amené des famines, des sécheresses. On peut dire, on nous ramène toujours à l'âge de pierre. En Libye, c'est super BHL, philosophe de lumière et tout, qu'est-ce qu'il a amené? C'est n'importe quoi. Et la question pour finir maintenant, c'est là qu'ils se disent, ils veulent de la démocratie, ils veulent de la paix, que ce soit de la part de la France ou de ces mercenaires qui traînent à Paris et n'importe où. Pourquoi alors ils collaborent avec le Qatar et l'Arabie Saoudite qui sont des pays qui sont même à l'âge de, je ne sais pas, mais je ne peux même pas qualifier. Préhistoire. Ça c'est ma question. Je vais vous dire, la liberté commence d'abord par l'État qui donne l'exemple. C'est la patrie des libertés, la France. Il y a une opposition démocratique sérieuse qui n'est qui ne marche ni sur le budget du Qatar. J'ai la liste des personnes qui marchent. Elle va sortir très prochainement. Il y a une liste de personnalités qui marchent, ou alors ils sont sur le budget saoudien ou le Qatar. Il y a un groupe de collectifs de Syriens démocrates. Bon, l'année passée, on ne leur donne pas accès, ils n'ont pas reçu en audience, ni par aucune personnalité française, ils leur disent, dans l'instant, vous n'êtes pas avec nous, vous serez le terrorisme. Alors que ce sont les Français, les Turcs et les Qatariens qui financent le terrorisme. La liberté, c'est le respect des autres. C'est à partir de maintenant qu'on commence à entendre des voix dissonantes dans la presse française. Pendant 3 ans, c'était verrouillé. Il y avait Bachar al-Assad, il ne mérite pas de vivre. Et toi, alors, Fabrice, tu as empoisonné combien de personnes dans ton sang contaminé? Tu mérites ou tu ne mérites pas de vivre? Si chacun qui a une opinion divergente de moi, je veux le dire, tu ne mérites pas de vivre et je vais te tuer, on s'en sortira pas, il y aura un cas de sang. On combat avec les idées. Je peux y aller? Alors, excusez-moi, puisqu'il m'a interpellé, ils m'ont tous les deux interpellé et ils sont partis, je vais quand même répondre. Alors, ça entre tout à fait dans la logique psychosociale de l'homme arabe. Un monsieur vient vous dire qu'il est le gendre de l'homme au pouvoir. Et que je ne sais qui, Razi Kanaan, vous connaissez Razi Kanaan, comme il nous a dit. Qui est Razi Kanaan? C'est un apparatchik du Mars qui a gouverné le Liban
et qui s'est trouvé suicidé dans son bureau. Hein. Et vous avez remarqué, quand j'ai parlé des Syriens au Liban, j'ai dit qu'on s'est mal comporté. Et j'ai battu justement ces gens-là, n'est-ce pas, qui ont profité de la situation. Maintenant, dans cette logique de l'homme arabe, que si je te dis que je suis de la famille, c'est que je dis vrai. Vous savez, l'oncle de Bachar el-Assad, Rifat, il est en France. Et il peut suivre. Et au passage, c'est l'auteur des massacres. Voilà. Alors, ce Rifat el-Assad aussi est l'oncle. Ça ne veut pas dire que si on est de la famille, qu'on a épousé, n'est-ce pas, une logique clanique, forcément. Hein? C'est simplement un pouvoir de conviction. Que moi, croyez-moi, parce que je suis le gendre et je dis du mal. Moi, je ne suis pas marié, ni avec Assad, ni avec sa nièce. Bon, je suis d'Alep. Je ne connais pas la région. Et je ne vais pas dire parce que je connais ou je ne connais pas que je n'ai pas le droit de faire une approche objective de la situation en Syrie. Vous voyez, c'est-à-dire c'est un raisonnement vicieux. Que le fait d'appartenir, ça y est, je dis la vérité, ça tombe à l'eau. Ce qu'il a raconté, peut-être il y a des mauvais dans le clan Assad. Et alors, il y a de la corruption, hein. Cahuzac a bien détourné je ne sais pas combien, c'est pas. Alors, je dirais même, il y a eu une kleptocratie en Syrie, oui, mais ça ne veut pas dire que si je défends, comme disait mon cher collègue que j'estime beaucoup, la légalité, les textes, le droit, hein, que à ce moment-là, si je défends ça, je suis dans l'erreur. Mais non, moi, à la limite, je vous dirais, mis à part la personne de Bachar el-Assad, qu'il soit bon président, mauvais bref, il est légalement élu. Et ce qu'est en train de faire l'opposition, c'est un coup d'État. Et un coup d'État où ce n'est pas le peuple syrien qui intervient, ce sont des mercenaires. Hein. Qui sait, je vous donne une liste, il y a 15 000 Tchétchènes. Qui c'est qui a armé ces Tchétchènes? Qui c'est qui a fait passer ces Tchétchènes? Il y a 12 000 Saoudiens, il y a 4 000 Tunisiens. L'ensemble faisait à peu près 72 000 djihadistes étrangers. Il y a une organisation qui s'appelle ici, qui est vous parlerez après, on est en France, il y a une démocratie, une c'est pas modèle, excusez-moi. On n'a pas de démocratie présente. Monsieur, chacun s'en fout. Vous voyez, moi j'ai écouté, puis je réponds. Donc, voilà. Venons au célèbre personnage qu'il a cité. Vous connaissez Hamza? Non, vous ne le connaissez pas. Non. Alors, c'est une femme construite de toutes pièces. C'est un jeune homme de 14 ans qui, après avoir entendu le prêche de la mosquée de Daraa, d'où venait pas le gendre, mais celui, le député, le conseiller municipal. Il a écouté le prêche du prédicateur de la mosquée qu'il fallait, suivez-moi bien, profiter de l'absence des militaires pour s'attaquer aux maisons des militaires de la région et faire du pillage, mettre à sac. Ce bonhomme de 14 ans était allé armé. Il a été abattu par les femmes qui défendaient leur logis. Suite à cela, on a montré dans la presse des photos truquées que comme quoi il a été torturé, il a pourri et on a montré encore, vous voyez le corps de ce jeune homme vous voyez, Hamza al-Khatib. Mais écoutez, pourquoi il ne parle pas de l'autre Mohammed là, de ma ville d'Alep, où les islamistes sont venus prendre le café et manger? Ils ont dit, tu nous fais crédit. Je leur dis pas du tout. Même si le prophète revenait, je lui ferai payer. Parce que le prophète est un homme honnête. Vous payerez comme tout le monde. Ils n'ont rien dit. 3 jours après, ils sont venus, jugement, tribunal, d'inquisition. Devant ses parents, ils l'ont exécuté dans le quartier. Parce qu'il est fier et il a défendu une éthique. Voilà. Alors, contre la femme de Hamza al-Khatib qui est allée
mettre à sac les femmes des militaires alors que leurs hommes étaient dans la bataille, je lui propose une autre image qui est véridique. Toute la presse internationale en a parlé. Vous voyez, c'est pareil, on a parlé des médias. Au début de la crise, je suis en contact direct, moi, avec ma ville depuis le début de la crise, j'appelle tous les jours. Et j'ai dit qu'il y avait des tribunaux d'inquisition islamique à la télé sur BFM. Voilà que quelqu'un, un petit sbire de Sciences Po, il dit « J'aimerais bien qu'on me prouve, j'aimerais bien voir ces tribunaux d'inquisition ». Ça remonte à 1 an et demi. Vous avez vu dans la presse aujourd'hui le nombre de cas soulevés à propos de ces tribunaux d'inquisition à Alep et l'application stupide d'une charia qui n'a rien de l'islam. C'est-à-dire qu'avec ces opposants qui trouvent refuge en France, c'est eux, ils ont toutes les salles. Moi, on m'a interdit des conférences. Par contre, l'Institut du monde arabe à Paris est ouvert à tous ces opposants. Quand ils veulent, ils donnent des conférences, ils donnent... Non, c'en est assez. C'est-à-dire, c'est dommage qu'ils soient partis, on aurait pu, n'est-ce pas, mais voilà. J'ai terminé, excusez-moi d'avoir été. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est fait prendre le couteau là. Il y avait le monsieur au fond qui voulait intervenir. Oui. Oui, non, bien sûr. On va procéder un peu différemment. On va prendre une série de questions, mais par contre, essayez de vous limiter à 2 minutes, histoire que tout le monde puisse. Voilà. Donc, monsieur, la jeune fille.